Ensuite, si je veux connaître combien j'ai de désintégration, donc ces choses-là, il faut faire toujours attention, qu'est-ce qu'on demande. Si je vous demande le nombre de noyaux qui restent, c'est n de t. Si on demande par exemple le nombre de désintégrations, le nombre de désintégrations, ce n'est pas n. Mais il ne faut pas calculer n de t. Et n, le nombre de désintégrations, ça veut dire c'est le nombre de noyaux qui ont subi la désintégration, c'est-à-dire le nombre de noyaux qui ont disparu. C'est le nombre de noyaux qui restent. Le nombre de noyaux qui ont disparu, ça va être ce que j'avais initial moins ce qui me reste. Ou bien le nombre de désintégrations. Combien j'ai de désintégrations. Ça veut dire combien de noyaux a disparu. Le nombre de noyaux disparus est égal au nombre de noyaux Y fils, les noyaux fils apparus, est égal au nombre de désintégrations. Donc vous voyez que la même chose, le nombre de noyaux disparus, ou bien le nombre de désintégrations, ou bien le nombre de noyaux fils obtenus, c'est pas n. D'accord? Ça, c'est ce qui a disparu. Donc, dans ce cas-là, je le note n', d'accord? N' de t, d'accord, est égal tout simplement n0, ce que j'avais initialement, moins ce qui me reste. Si j'enlève ce qui me reste de ce que j'avais à l'état initialement, ça me donne les noyaux qui ont disparu. Ça me donne le nombre de désintégrations, ça me donne le nombre de noyaux fils obtenus, ça me donne le nombre de bêta ou bien de gamma, ça dépend de la désintégration que j'obtiens. D'accord? Donc moins n de t. Et ça, c'est tout simplement n0 facteur de 1 moins e à la puissance moins lambda t. Si j'essaie de tracer ça, si on essaie de tracer ça, vous voyez que j'obtiens quelque chose de ce genre. Vous voyez que lorsque t tend vers l'infini, le nombre de noyaux qui restent, c'est 0. Lorsque t tend vers l'infini, pratiquement tous les noyaux vont se désintégrer. Donc si tous ces noyaux se désintègrent, les noyaux qui apparaissent, donc les noyaux qui disparaissent d'ici, ils vont apparaître ici. Donc le noyau B, le nombre de noyaux B que j'obtiens à un instant quelconque, c'est donné par cette courbe. Donc ça, c'est n' de t égale n0 facteur de 1 moins lambda t. Donc ça tend asymptotiquement. D'accord? J'enlève ça. Donc ça tend asymptotiquement vers n0. Donc au début j'avais n0. Donc ces n0 ils vont disparaître lorsqu'ils tendent vers l'infini. Ils vont apparaître, ce nombre-là, il va apparaître sous forme de noyau B. Le nombre de noyaux B obtenus est égal à n0 lorsqu'il tend vers l'infini. Vous voyez qu'à partir de cette courbe, vous définissez ce que vous connaissez déjà, la période. La période, ici, ça c'est n0 sur 2. D'accord? N0 sur 2. Donc le temps qui s'est écoulé, donc c'est ça. Ça c'est la période. Donc on définit la période comme étant le temps qui s'écoule pour que la moitié des noyaux se désintègre et l'autre moitié reste. La moitié disparaît et la moitié reste. Donc ça, c'est la définition de la période que vous connaissez déjà. Donc la période, c'est le temps au bout duquel la moitié des noyaux disparaissent. Ou bien la période, c'est le temps au bout duquel le nombre de noyaux de l'état initial se réduit de moitié. Ou bien c'est le nombre de noyaux, la période c'est le temps au bout duquel la moitié des noyaux se désintègrent. Donc attention, ces définitions-là, il faut les maîtriser. Vous avez toujours à l'examen à peu près 5 points, rien que pour des questions de ce genre. Quelle est définir la constante désintégration, définir la période, définir ça. Chaque fois ça se répète. Et pourtant, 70% pratiquement ne répondent pas à ces questions. Donc 5 points, il ne faut pas les rater. C'est des choses simples. C'est des définitions. Rien qu'en regardant la courbe, je définis la période. C'est le temps au bout duquel la moitié se désintègre, c'est clair. La constante de désintégration, c'est la probabilité qu'a, si vous voulez, un noyau pour se désintégrer par unité de temps. C'est des choses à apprendre par cœur. Donc je passe. Voilà donc le schéma, si on veut la représenter comme ça. Donc la période T, c'est le temps au bout duquel la moitié des noyaux se désintègrent. Maintenant, pour avoir l'expression de la période en fonction de la constante de désintégration, j'ai dit n après une période est égal tout simplement à n0 sur 2. C'est comme ça que je définis la période. Et ça, je sais que c'est égal à n0 e à la puissance moins lambda t. Le temps, c'est t. Grand T, c'est la période. Donc maintenant, si je simplifie, N0, N0, donc ça va me donner tout simplement lambda égale log de 2 sur T. Voici, ou bien T égale 0,693 sur lambda.
Voici la relation qui lie la constante des intégrations à la période. Vous connaissez déjà ces choses-là. Autre chose pour définir des choses, par exemple, si vous avez donc une période, si j'avais n0, il va me rester n0 sur 2. Deux périodes, il va me rester n0 sur 4. Trois périodes, n0 sur 8. Quatre périodes, n0 sur 16. Donc à chaque fois, si vous voulez, le nombre que j'obtiens sera divisé par 2. Donc après n périodes, n quelconque, je vais avoir n de t, n période, petit n. Période, donc c'est donné toujours, ça c'est toujours n0 sur 2 à la puissance n. Par exemple, une période n égale 1, c'est n0 sur 2. Deux périodes, c'est n0 sur 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 4, n0 sur 4. Trois périodes, c'est n0 sur 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8, donc n0 sur 8. Quatre périodes, c'est 2 à la puissance 4, c'est 16. D'accord, c'est n0 sur 16, etc. Donc maintenant, je peux déterminer une relation qui lie le nombre de périodes au nombre de noyaux qui restent. Le noyau qui reste. D'accord? L'ordre de grandeur des périodes, donc ça varie. Vous pouvez avoir des noyaux, par exemple, qui ont des périodes de l'ordre de microsecondes, comme vous pouvez avoir des noyaux qui ont des périodes de l'ordre de milliards d'années. Hein, l'exemple de l'uranium 238, c'est 4,5 à peu près milliards d'années comme période. Ça veut dire après 4,5 milliards d'années, il y a la moitié qui disparaît et la moitié qui reste. C'est pour ça que j'ai dit que la radioactivité ne peut pas disparaître. La radioactivité terrestre ne peut pas disparaître tant qu'il y a ces familles-là. Par exemple, l'uranium, on va le voir dans le schéma tout à l'heure, hein, il peut me donner toute une chaîne de radioéléments. Donc ces radioéléments-là, ils vont toujours exister tant qu'il y a l'uranium, parce que c'est l'uranium qui va me donner toute une chaîne. D'accord ? Donc tant qu'il existe, je vais avoir toujours cette radioactivité. La même chose, l'uranium 235, il forme une autre famille. Donc il forme une autre chaîne de radioéléments qui vont toujours exister, ils vont toujours continuer à exister. Maintenant, je définis l'activité. L'activité, c'est quoi? C'est tout simplement, ça nous donne une idée sur le rythme de désintégration. D'accord? Avec quel rythme la désintégration se produit. Donc, c'est-à-dire avec quelle vitesse la désintégration se produit. Est-ce qu'il est vitesse très grande ou bien une vitesse très faible? D'accord? Donc, c'est ça ce que j'appelle l'activité. C'est tout simplement le nombre de désintégrations par unité de temps. Le nombre de désintégrations par unité de temps, c'est ce que j'appelle activité. Donc, c'est le nombre de désintégrations par unité de temps. C'est la vitesse de désintégration des noyaux. C'est le rythme avec lequel les désintégrations se produisent pour un échantillon ou bien une substance radioactive. Donc, vous voyez que je peux le dire de différentes manières. Donc, si c'est comme ça, donc j'ai dit l'activité, c'est le nombre de désintégrations par unité de temps. Donc, c'est quoi le nombre de désintégrations par unité de temps? Si je suppose durant dt, j'ai dn désintégrations, donc dn sur dt, ça me donne le nombre de désintégrations par unité de temps. Donc, c'est ça l'activité. L'activité, c'est dn sur dt. dn sur dt, on avait dit, c'est égal à quoi? En valeur absolue, parce que l'activité, c'est toujours une quantité positive. L'activité ne peut pas être négative. Donc, a de t égale dn sur dt, et dn sur dt, on avait dit c'est égal à quoi? Hein? C'est lambda n. Tout à l'heure, on avait écrit dn est égal à moins lambda n dt. Donc maintenant, j'ai divisé par dt, moins lambda n, puisque maintenant la valeur absolue, donc c'est lambda n. Donc est égal à lambda n. Donc est égal à lambda n0 e à la puissance moins lambda t. Je remplace n par son expression. Et lambda n0, hein, c'est l'activité à l'instant t égale 0. L'activité à l'instant t égale 0, c'est-à-dire l'activité initiale. Donc c'est tout simplement A0, E à la puissance moins lambda t. Donc A de t est égal à A0, E à la puissance moins lambda t. Donc voilà comment j'écris l'activité. Maintenant, du point de vue unité, l'unité qui est adoptée depuis 1986, c'est le becquerel. Becquerel, c'est une désintegration par seconde. Avant, on utilisait le Curie. Avant, on utilisait, si vous voulez, le Curie. Même maintenant, vous trouvez sur les livres, on vous dit l'activité en Curie. Donc, un Curie, c'est l'activité d'un gramme de radium, tout simplement. Je prends 1 gramme de radium et je peux déterminer l'activité. D'accord, connaissant la constante de désintégration, je peux déterminer l'activité. Et c'est tout simplement 37 milliards de désintégrations par seconde. Donc, c'est 37 milliards becquerel. 1 Curie, c'est 37 milliards de désintégrations par seconde, ou bien 37 milliards becquerel. D'accord? Donc, c'est 3,7 10 puissance 10 becquerel. C'est la même chose. Milliards, ça veut dire 10 puissance 9. Donc, voici les unités que vous trouvez pour l'activité.
Il y a ce qu'on appelle l'activité spécifique. Maintenant, si vous avez un échantillon, une substance radioactive, vous disposez d'une masse petit m et vous connaissez l'activité. L'activité divisée par la masse, ça vous donne ce que j'appelle l'activité spécifique. L'activité spécifique, ça va être donc l'activité divisée par la masse, donc ça va être des becquerels par gramme. Donc c'est l'activité par unité de masse. C'est l'activité, donc c'est des becquerels par gramme. D'accord? Donc c'est ça ce qu'on appelle activité spécifique. On peut trouver aussi l'activité volumique. D'accord? C'est la concentration. Lorsque j'ai par exemple un gaz ou quelque chose comme ça, donc je définis ce que j'appelle l'activité volumique. Donc c'est l'activité, c'est-à-dire des becquerels par mètre cube ou bien des becquerels par litre. Donc c'est ça ce que j'appelle l'activité volumique ou l'activité spécifique, on vient de la voir. Maintenant, l'autre chose, tout ça c'est des choses, je pense que vous connaissez déjà. Donc comment déterminer la masse d'un échantillon radioactif si je connais la période, je connais l'activité et la masse atomique de cet élément. Donc pour déterminer la masse, la procédure est très simple. Vous voyez que si j'ai la masse atomique, c'est m pour un échantillon, pour une substance radioactive. Je connais la masse atomique. La masse atomique, si vous voulez, c'est la masse d'une mole. D'accord? Ça veut dire que le nombre de noyaux ou bien le nombre d'atomes que j'ai dans la masse atomique en grammes, c'est tout simplement n Avogadro, le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro, c'est le nombre de noyaux ou bien le nombre d'atomes dans une mole. La masse molaire, c'est la masse atomique. D'accord? Donc dans M, grand M, j'ai Na. Na, c'est le nombre d'Avogadro. Et dans petit m, j'ai N. D'accord? Je suppose que je ne connais pas M. D'accord? Donc je peux déterminer ce N. Et puisqu'on me donne l'activité, d'accord? Donc je détermine le nombre de noyaux et je multiplie par lambda, ça me donne l'activité. Vous voyez que à partir de là, je peux déterminer N, le nombre de noyaux, ou bien le nombre d'atomes. C'est Na sur M multiplié par petit m. Et si j'écris maintenant l'activité, vous voyez que l'activité, c'est lambda n. Je remplace n que je viens de trouver, donc lambda n, il est là, c'est Na sur m petit m, donc lambda Na sur m petit m. Et je peux tirer l'expression de petit m. Donc m est égal à ça, et à la fin j'obtiens, si vous voulez, m égale t ma sur 0,693 Na. Donc log de 2 c'est 0,693. Et maintenant j'ai lambda c'est log de 2 sur t. Vous voyez que maintenant j'ai la masse m est obtenue si je connais t, c'est-à-dire la période de l'élément, je connais sa masse atomique et je connais son activité. Donc si je connais ces trois choses, je peux déterminer le quatrième. Je peux par exemple connaître petit m, je le connais, mais je ne connais pas la période. Mais on me donne la masse atomique et l'activité. Donc je peux déterminer la période. Ou bien on peut me donner la masse t et m, je peux déterminer l'activité. Connaissant 3, je détermine toujours le quatrième paramètre. Donc ça c'est facile, ça nous aide pour retrouver un de ces paramètres-là. Donc la chose qui est très importante, c'est les unités. Lorsque vous faites les calculs de ce genre, toujours les masses doivent être exprimées en grammes. D'accord? La période c'est en secondes et l'activité en becquerel. Donc si on vous donne l'activité en Curie, il faut la transformer en becquerel. Vous ne pouvez pas utiliser le Curie dans cette formule. Donc la masse c'est en grammes, T c'est en secondes, ou bien lambda c'est en secondes moins 1, et l'activité en becquerel. Pour utiliser cette formule-là. Je passe maintenant à... Tout à l'heure, on a vu des intégrations simples. Maintenant, on va parler de des intégrations composées ou bien des intégrations en branchement. D'accord? Certains noyaux, si vous voulez, ils ne subissent pas un seul mode de désintégration. Ils peuvent subir différents types de désintégration. Par exemple, je prends le potassium, ou bien le cuivre, etc. Ils peuvent subir des intégrations bêta-, bêta+, et capture électronique, avec des probabilités ou bien des pourcentages différents. Donc c'est ça ce que j'appelle des intégrations composées. C'est le même type de noyau. J'ai par exemple plusieurs noyaux du potassium ou bien du cuivre, d'accord? Et il y a certains noyaux qui vont se désintégrer par bêta-, d'autres qui vont se désintégrer par bêta+, et d'autres qui vont se désintégrer par capture électronique. Donc vous avez 3 voies de sortie. C'est-à-dire il y a certains noyaux qui subissent ça, d'autres qui subissent ça, et d'autres qui subissent le troisième mode. Donc il y a plusieurs voies, donc c'est ce qu'on appelle embranchement. Donc c'est des intégrations en branchement ou bien des intégrations composées. Donc c'est une désintégration qui est composée par plusieurs voies. Donc ça c'est ce qu'on appelle des intégrations composées. Je vous donne cet exemple. L'exemple par exemple du potassium. Vous voyez que le K40, il peut se désintégrer par capture électronique. Il va me donner, si vous voulez, ce premier niveau excité de ce côté de l'argon.
Et la probabilité, ou bien le pourcentage de désintégration, c'est 10%. Ça veut dire sur 100 désintégrations, j'ai 10 désintégrations capture électronique. Vous voyez que je peux avoir aussi bêta plus. D'accord? Vous voyez bêta plus qui donne l'argon à l'état fondamental. Et la probabilité, ou bien le pourcentage, c'est 0,012. C'est très peu. Ça existe, mais il est très faible. Très peu de noyaux subissent, si vous voulez, cette désintégration bêta plus. Et il y a la voie numéro 1, vous voyez qu'il y a le bêta moins, et ça c'est 89%. 89,3%, ça veut dire que la majorité des noyaux se désintègrent par bêta plus. Il y a 10% capture électronique, 86% des 89% si vous voulez de bêta moins et 0,0 etc. bêta plus. D'accord? Donc ça c'est une désintégration si vous voulez composée. C'est les mêmes types de noyaux, mais certains subissent cette désintégration, d'autres subissent ça et d'autres subissent une autre désintégration. D'accord? Ça veut dire que j'ai quelque chose de ce genre. Donc j'ai ça. J'ai par exemple, ça c'est mon échantillon, X, un noyau X qui contient par exemple à l'instant T, hein, à l'instant T, j'ai N noyaux. D'accord? Cette substance-là, il est caractérisé par la période T et il est caractérisé aussi par la constante des intégrations que je note T. Pour le moment, hein. On va l'appeler T, lambda T, c'est-à-dire lambda total. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a certains noyaux. Parmi ces noyaux-là, il y a certains qui vont subir une désintégration selon cette voie. Donc, ça, c'est la voie numéro 1. Par exemple, ils vont subir la désintégration bêta-. Il y a d'autres qui vont subir, selon la voie numéro 2, la capture électronique. Et il y a d'autres qui vont subir la voie 3, bêta plus. D'accord? Donc ce lambda total, c'est la constante de désintégration pour ce noyau, c'est total. D'accord? Il est indépendant de désintégration, bêta moins, bêta plus, etc. D'accord? Ça c'est lambda total. Et ça c'est la période. La période, c'est log de 2 sur lambda t. D'accord? Pour cet élément-là, par exemple, potassium, il est caractérisé par une période et la constante de désintégration totale. Mais vous voyez que là, j'ai une certaine probabilité de désintégration selon la voie numéro 1. Donc à ça, je vais associer, parce que c'est une probabilité, je vais associer une constante de désintégration. Donc là, c'est par exemple, c'est lambda bêta moins, là c'est lambda capture électronique, et là c'est lambda bêta plus. Parce qu'ils peuvent se désintégrer selon cette voie-là, cette voie-là, cette voie-là. Lambda bêta moins, c'est tout simplement, je l'appelle constante de désintégration partielle selon la voie bêta moins. D'accord? La probabilité de se désintégrer selon la voie, si vous voulez, bêta moins. Donc ça, c'est la constante de désintégration partielle selon la voie 1. L'autre, c'est la constante de désintégration selon la voie 2. Et ça, c'est la constante de désintégration selon la voie numéro 3. Maintenant, si j'essaie d'écrire... Si j'essaie d'écrire maintenant la loi de transformation, c'est-à-dire le nombre de désintégrations par unité de temps. Donc j'écris par exemple dN1 sur dt, le nombre de noyaux qui se désintègrent selon la voie. Donc c'est égal à quoi? D'après la loi de transformation de Lerner-Goubila, c'est toujours la probabilité de désintégration multipliée par le nombre de noyaux. Donc ça va être lambda bêta moins multiplié par le nombre de noyaux présents, mais chez N1. Avec N1 pour dire que c'est la voie numéro 1. Le nombre de noyaux présents, c'est toujours N. À l'instant T, j'avais N. Donc, c'est égal à moins lambda bêta moins N. Ensuite, selon la voie numéro 2, je fais la même chose. dN2 sur dt est égal à moins lambda capture électronique N. Et ici, dN3 sur dt est égal à moins lambda bêta plus N. Donc, durant le temps dt, combien de noyaux se sont désintégrés? Le nombre total de noyaux qui se sont désintégrés pendant le temps dt. Ceux qui se sont désintégrés selon la voie numéro 1, c'est dN1. Ensuite, il y a dN2 et dN3. Donc, le nombre total de noyaux qui se sont désintégrés, le nombre total de noyaux X qui ont disparu, est égal au nombre de noyaux qui ont disparu selon la voie, plus le nombre de noyaux qui ont disparu selon cette voie, et selon la voie numéro 3. Donc, je peux écrire que dN total sur dt est égal à, on va le mettre en valeur absolue, est égal à dN1 sur dt plus dN2 sur dt plus dN3 sur dt. D'accord? Et ça, on avait dit, ça c'est égal à quoi? dN sur dt.
Ça, c'est le nombre total de noyaux qui se sont désintégrés. La probabilité de désintégration pour le noyau Kamel, c'est quoi? C'est lambda T. D'accord? Donc ça, c'est lambda T n. Et ça est égal à dn1 sur dt. On avait dit c'est lambda bêta plus, bêta moins. D'accord? N plus dn2 sur dt, c'est lambda capture électronique n, plus dn3 sur dt, lambda bêta plus n. Donc, c'est-à-dire est égal à lambda bêta plus lambda capture électronique, plus lambda bêta, ça c'est moins, bêta plus. D'accord? N. D'accord? Donc là, j'ai n et j'ai n. Donc lambda total égale lambda bêta moins plus lambda capture électronique plus lambda bêta plus. Donc c'est ça le résultat que j'ai obtenu. Donc lambda total égale lambda 1, si je l'appelle maintenant lambda 1, au lieu de lambda bêta, etc. Lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. Donc voilà le résultat. Lorsque j'ai une désintégration composée, la constante de désintégration totale égale la somme des constantes de désintégration partielle. La somme des constants, la constante de désintégration totale égale la somme des constantes de désintégration partielle. D'accord? Donc j'ai cette relation qui est importante. Lambda total égale sigma i. Hein? Si j'ai deux voies, c'est lambda 1, lambda 2. Si j'ai trois voies, lambda 1, lambda 2, lambda 3, la somme. D'accord? Mais je ne peux pas avoir plus. Hein? Donc voilà ce que j'ai obtenu donc, concernant la constante de désintégration totale. Si maintenant je vais à la constante, à l'activité, vous voyez que l'activité c'est quoi? C'est tout simplement lambda total multiplié par n. C'est ça l'activité. L'activité de cette substance, hein, l'activité totale de cette substance, c'est A. Donc A égale tout simplement lambda total multiplié par n. Hein, lambda, je vais noter lambda au lieu de lambda total, mais c'est lambda total, c'est la constante de désintégration totale. A égale lambda n. Vous voyez que je l'ai écrit lambda, on avait dit, j'ai dit lambda, c'est la somme des lambda i. C'est la somme des constantes de désintégration partielle. Donc je remplace lambda par sigma de lambda i. Donc ça va me donner sigma lambda i n. D'accord? Et lambda i n, c'est quoi? Lambda i n. Lambda i n. Lambda, par exemple, bêta moins n. Ça, c'est une activité. D'accord? Donc c'est l'activité selon de désintégration selon la voie numéro 1. Donc lambda bêta moins, ou bien lambda 1, si je note maintenant lambda 1, lambda 1n, c'est l'activité de désintégration selon la voie numéro 1. C'est lambda multiplié par n, c'est l'activité. D'accord? Donc vous voyez que AI, c'est tout simplement lambda in. A1, c'est lambda 1n. Lambda, par exemple, A2, c'est lambda 2n. Lambda 3, si vous voulez, le A3, c'est lambda 3n. Lambda, si je reviens ici, j'ai dit donc selon la voie numéro 1, l'activité ici, c'est lambda bêta moins multiplié par n. Donc c'est ça. dn1 sur dt, c'est l'activité selon la voie numéro 1. Ça, c'est l'activité selon la voie numéro 2. Et ça, c'est l'activité selon la voie numéro 3. Donc ça, c'est égal à quoi? dn1 sur dt. On avait dit c'est lambda bêta moins n. Donc ça, c'est tout simplement lambda bêta moins 1, c'est-à-dire lambda 1n, ce n'est rien d'autre que l'activité selon la voie numéro 1. Donc là, maintenant, vous voyez que j'obtiens l'activité totale égale sigma dai. L'activité totale égale la somme des activités partielles. Donc j'ai la constante de désintégration totale, c'est la somme des constantes de désintégration partielle. Et j'ai l'activité totale égale la somme des activités partielles. Donc on a toujours ça, donc il faut toujours connaître ça. Maintenant, si j'essaie de lier ça à les deux activités, l'activité initiale et l'activité totale, vous voyez que AI égale lambda i n. AI, donc AI égale lambda i n. Si je remplace n par son expression, l'oula, n est égal à a sur lambda. D'accord? N est égal à a sur lambda. Si je remplace, donc AI égale lambda i n, donc AI égale lambda i sur lambda a. Vous voyez que j'ai maintenant une relation entre l'activité partielle selon la voie I par rapport à l'activité totale. D'accord? Et vous avez ce qui donne ça, c'est lambda I sur lambda. D'accord? Donc ce lambda I sur lambda, c'est quoi? C'est tout simplement ce que j'ai dit tout à l'heure, 89% bêta moins. 89%, c'est ça. 89%, c'est lambda bêta moins sur lambda total.
D'accord? Donc ce rapport, ça s'appelle le rapport d'embranchement. C'est le rapport d'embranchement, c'est le pourcentage ou bien la proportion des noyaux qui se désintègrent selon la voie I. Lorsque j'ai lambda 1 sur lambda total, c'est le pourcentage de désintégration sur la voie 1. Lambda 2 sur lambda total, c'est le pourcentage des noyaux qui sont désintégrés selon la voie 2. Et lambda 3 sur lambda total, c'est le pourcentage ou bien la proportion des noyaux qui se sont désintégrés selon la voie numéro 3. D'accord? Donc c'est ça ce que j'appelle rapport d'embranchement. C'est tout simplement la proportion ou bien le pourcentage des noyaux qui ont subi la désintégration selon la voie numéro I. Hein? Lambda I sur lambda, c'est le pourcentage ou bien la proportion des noyaux qui ont subi la désintégration sur la voie numéro I, ou bien le mode I. Voilà, si vous voulez, pour cette désintégration partielle. Des questions jusqu'à présent? Si vous n'avez pas compris, il faut lever la main. Il n'y a pas de problème. Vous posez les questions que vous voulez, on essaie de répondre. Donc il faut profiter tant qu'on est là. Donc si vous n'avez pas de problème, je passe un autre type de désintégration. On a vu des intégrations simples, des intégrations composées. Maintenant on va voir des intégrations en chaîne. Des intégrations en chaîne, c'est comme l'indique le nom, c'est une chaîne de désintégration. Parfois, si vous voulez, lorsque je fais la désintégration, il y a le noyau A qui se désintègre, il va me donner le noyau B, et le noyau B n'est pas stable. Lui aussi, il est radioactif, il va donner un noyau C en se désintégrant, et le noyau C n'est pas stable, il se désintègre, il va me donner un noyau D, etc. Vous voyez que j'obtiens une chaîne de désintégration, c'est ce qu'on appelle une filiation. Une filiation, c'est une désintégration en chaîne, c'est-à-dire que le noyau initial, lorsqu'il se désintègre, il va me donner un noyau, et le noyau que j'obtiens, il est à son tour radioactif, il va me donner une autre radiation, et il donne un autre noyau instable, etc. Et on continue la chaîne. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, le cas de l'uranium 235. On va voir, si vous voulez, le schéma si vous voulez, pour... Ça, c'est une filiation. J'ai toujours, jusqu'à présent, j'ai toujours parlé de l'uranium 238 ou bien 235. Vous voyez que l'uranium 238, c'est le noyau pair, c'est le premier noyau qui a existé. Hein. Par la suite, l'uranium, si vous voulez, il se désintègre. Il va me donner une particule alpha et il va me donner le thorium. D'accord? Vous le suivez là-bas, c'est la même chose. Vous voyez, l'uranium 238, il se désintègre, il va me donner alpha. Il va me donner le thorium 234, lui aussi il n'est pas stable, il se désintègre par émission bêta, ou bien bêta moins, d'accord? Ensuite il va me donner le protactinium qui lui aussi il va émettre un bêta. Alors, ensuite il y a le thorium 230 qui va me donner une particule alpha, etc. Vous voyez que à chaque fois que j'obtiens un noyau, il est instable, il se désintègre, soit par bêta, soit par alpha. Donc il va me donner tout simplement toute une chaîne. Donc le premier noyau c'est l'uranium. Mais tous les autres, ils sont apparus grâce à l'uranium. S'il n'y avait pas l'uranium, ces éléments-là ne devraient pas exister. Donc vous voyez que maintenant, les éléments radioactifs, ils vont toujours exister sur Terre. Tant que l'uranium existe, ils vont continuer à exister. D'accord? Parce que l'uranium, il continue toujours de se désintégrer, il va donner un noyau instable, qui se désintègre, il va me donner un autre, celui-là, il va me donner un autre, et ça continue. D'accord? Et ça va continuer pour des milliards d'années, sans arrêt. Et vous voyez que les éléments que j'obtiens, ils sont caractérisés par des périodes différentes. Je commence par l'uranium, j'ai dit c'est 4,46, quelque chose comme ça, milliards d'années. Ensuite, il y a certains qui ont quelques minutes, il y a certains qui ont des jours, certains qui ont des heures, d'accord? Des périodes différentes. Donc je reviens à mon schéma. Donc la désintégration en chaîne, c'est ça. Donc la filiation, c'est tout simplement ça. Nous, on va étudier le cas le plus simple. Je prends par exemple une filiation à 3 corps. Ça veut dire j'ai un noyau A, il va me donner un noyau B, et le B il va me donner C, et je suppose que C est stable. Mais ça peut continuer. Vous pouvez étudier une filiation à N corps. Là, c'est une filiation à 3 corps. C'est une désintégration à 3 corps. Ou bien une filiation à 3 corps. Mais ça peut être à 4 corps, 5 corps, 6 corps, etc. D'accord? Donc là, pour simplifier les choses, pour savoir comment faire les calculs, on va prendre le cas le plus simple, c'est-à-dire filiation à 3 corps. Donc vous avez A, le noyau A, qui est caractérisé par une constante désintégration lambda 1. Il va me donner B. Et B, il est instable, il est caractérisé par lambda 2. Et il va me donner C. Et C, je suppose qu'il est stable. Et je prends le cas où C est stable. C peut ne pas être stable, je peux continuer. Donc je suppose que C est stable. Donc pour faire cette étude, ce qui m'intéresse moi, c'est que je connais par exemple à l'instant t égale 0, je dispose d'un certain nombre de noyaux. Maintenant, après par exemple 2 mois, après 3 mois, après 5 ans, après 3 minutes, après 2 heures, je ne sais pas,
je veux savoir combien j'ai de noyaux de chaque type. Hein, pour chaque type, quel est le nombre de noyaux que j'ai. Donc je peux avoir par exemple N1 noyaux de type A, N2 noyaux de type B et N3 noyaux de type C. D'accord? Donc ce qui m'intéresse moi, c'est déterminer ces valeurs-là, c'est-à-dire N1 de T, N2 de T, N3 de T. Donc pour faire cette étude, vous suivez toujours la méthode, vous ne pouvez pas faire d'erreur. D'accord? Donc vous prenez toujours les conditions à l'origine. À l'instant T égale 0, vous dites à l'instant T égale 0, qu'est-ce que j'ai? J'ai par exemple 100 000 noyaux de type A, 40 000 noyaux de type B, 60 000 noyaux de type C. Je connais ça. Le nombre de noyaux que je connais à l'instant T égale 0. Ça doit être connu. Maintenant, vous dites à un instant T quelconque. À un instant T quelconque, je ne connais pas le nombre de noyaux. J'ai N1 de T, N2 de T, N3 de T, que je ne connais pas. C'est ça ce que je dois déterminer. C'est N1 de T égale à combien, N2 de T égale à quoi, etc. Donc maintenant, pour faire ça, par la suite, vous dites entre T et T plus dt, qu'est-ce que j'ai? C'est-à-dire pendant un élément différentiel de temps, dt, quelle est la variation du nombre de noyaux de chaque type? On va faire ça très vite. Donc j'ai x, on dit A, lambda 1, B, C. D'accord? À t égale 0, j'avais n1, 0. Ici, j'avais n2, 0. Et ici, j'avais n3, 0. Peut-être au début, j'avais ça égale 0, ça égale 0. Mais je prends le cas général. D'accord? Maintenant, à l'instant t quelconque, je suppose que j'ai n1 de t, n2 de t et n3 de t. D'accord? Maintenant, entre t et t plus dt, c'est-à-dire pour une variation élémentaire de temps dt, qu'est-ce que j'ai? J'ai une variation, le dn1, il va varier de dn1. D'accord? dn1. Ici, ça va varier de dn2. Et ici, ça va varier de dn3. Et si vous voulez, pour ne pas trop faire traîner le t, il y a de t. Mais c'est en fonction du t. C'est n de t. D'accord? Pour ne pas écrire à chaque fois t, t. Donc c'est n, c'est en fonction du t. Donc la variation entre t et t plus dt, le nombre il a varié de dn1, celui-là il a varié de dn2 et celui-là il a varié de dn3. Par la suite, je passe directement à l'écriture des équations différentielles. Donc maintenant, je passe à écrire les équations différentielles. Donc par exemple, je vais voir maintenant dn1 sur dt. dn1 sur dt. J'avais n1, le nombre de noyaux présents c'est n1, d'accord, à l'instant t. Entre t plus dt, il y a des noyaux A qui vont se désintégrer. Donc dn1 sur dt égale à quoi? La loi de transformation additive est égale à moins lambda 1 n1. D'accord? C'est proportionnel au nombre de noyaux présents et c'est la constante de proportionnalité, donc c'est lambda 1. Voilà, ça c'est l'équation numéro 1. C'est très simple. L'équation numéro 2,